Cette semaine à l'émission, on sort nos microscopes et nos machines à remonter le temps afin d'enquêter sur les origines de la vie. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde Foi et Culture. Ici James Langlois, votre animateur, en remplacement d'Antoine Malenfant pour cet épisode sur les origines de la vie. 24 novembre 1859, le naturaliste anglais Charles Darwin publie L'origine des espèces, une œuvre scientifique qui a révolutionné non seulement le monde scientifique, mais le rapport du monde moderne avec la foi chrétienne et la Bible. Se poser la question de l'origine de la vie, c'est également se questionner sur notre propre origine comme être humain. Savoir d'où l'on vient détermine d'une certaine manière où l'on va, comme le dit l'adage populaire. La réponse que l'on donne donc à cette question des origines a des conséquences sur le plan spirituel et anthropologique. Créationnisme, dessin intelligent, évolutionnisme. Nous allons donc essayer de clarifier ces différents concepts et voir s'il y a une entente possible entre la foi et la science. Pour y parvenir, nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui Nicolas Derome, professeur titulaire au département de biologie de l'Université Laval. Nicolas, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et Nicolas, tu seras accompagné par deux anciens routiers dont n'est pas du monde. Je commence avec toi, Ariane Beauferré, collaboratrice de longue date au Vermédia, formée en biologie et doctorante en aménagement du territoire. Merci, Ariane, d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Et puis Romain Martini, qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui est enseignant de chimie, bonjour, enseignant de chimie au collégial. Et ça fait un bout qu'on ne t'a pas vu parce que justement, tu as passé la dernière année en Nouvelle-Zélande, là justement, où Charles Darwin voyageait un peu. Là, c'est intéressant, non? Il y a plein de choses à dire sur l'évolution en lien avec notamment toute la faune et la flore de la Nouvelle-Zélande. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Et là, je tiens à dire que oui, c'est une émission sur les origines de la vie, mais pas sur les origines de la vie du Québec et de la Nouvelle-France, même si on a trois expatriés français parmi nous. Vous avez chacun votre citoyenneté canadienne, oui, ça va? D'origine Vous êtes des néo-québécois maintenant. On a fait notre serment au roi ou à la reine. Malheureusement ou heureusement, selon les allégeances. En croisant les doigts. Voilà. Écoutez, je commence déjà à sauter dans le vif du sujet en vous posant une question un peu complexe, mais c'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on entend par la vie quand on parle des origines de la vie? Effectivement, ça c'est une question qui est, je dirais, qui est très vaste et donc assez intimidante. Moi, je pourrais apporter des éléments de réponse en commençant par l'aspect biologique. Mm-hmm. Donc moi, je verrais la question sous la forme qu'est-ce qui différencie l'inerte du vivant? Et en cela, on peut se demander comment la matière peut passer de cet état inerte à vivant et comment des molécules, des atomes, des molécules peuvent passer d'un stade qu'on pourrait dire qui est immobile à la capacité, parce qu'on il faut se demander qu'est-ce que c'est que la vie d'un point de vue biologique. Eh bien, une définition qu'on pourrait donner, un organisme vivant, c'est un organisme qui est capable de coder son information et de transmettre cette information. Donc, il y a deux aspects. Et donc, comment on peut passer de quelque chose d'inerte à quelque chose de vivant? Eh bien, ce seraient des molécules qui sont capables de s'auto-répliquer. Et on peut aller plus loin que ça pour arriver à la dimension d'un organisme vivant capable d'évoluer, donc de changer au cours du temps. Eh bien, il faut que cette information qui code finalement pour cet organisme puisse accepter d'être modifiée au cours du temps pour permettre à l'organisme et à ses descendants, en quelque sorte, finalement à se diversifier et à créer une vie plus diversifiée. On viendra un peu plus tard sur les mécanismes de l'évolution, mais de fait, moi, ce passage de l'inerte au vivant, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'un miracle, pratiquement. Comment ça peut être possible dans l'histoire de l'univers que de la matière inerte en viennent à donner de la vie? Bien, ça, c'est intéressant parce que quelque chose dont finalement on n'a peut-être pas conscience, c'est que des molécules organiques, du fait de leur charge,
parce que les molécules sont chargées, il peut y avoir des charges plus, des charges moins. Ces molécules peuvent interagir entre elles spontanément. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la chimie, dans la biochimie, la chimie de la vie, les molécules qui sont impliquées dans la vie, eh bien, la plupart sont capables d'interagir entre elles. Par exemple, quand on pense à notre molécule d'ADN, qui est constituée de briques. Ces briques sont on appelle ça des nucléotides. Et lorsqu'on a plusieurs nucléotides en solution, eh bien, du fait de leur seule propriété chimique, sans action d'une enzyme ou de toute autre chose, vont pouvoir se polymériser spontanément. Là, tu utilises un grand mot, polymériser. C'est-à-dire former une chaîne. Ah, OK. Je comprends. Ça m'intéresse, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tant que chimiste, parce que c'est quelque chose que j'enseigne à mes étudiants de chimie générale à la fin de leur cours. On parle des interactions justement intermoléculaires entre deux molécules, et on peut voir, pour vulgariser, beaucoup de molécules sont un peu comme des petites piles, ou comme des petits aimants, si vous voulez, qu'un pôle positif et un pôle négatif, et les opposés s'attirent. Et dans le vivant, on voit que ces interactions ne sont pas faites au hasard du tout. Et sans ces interactions, tout serait complètement chaotique. Ce serait comme essayer de construire un mur avec des briques complètement aucun compte. Ça finirait par s'effondrer. Et ce qui me fascine comme chimiste, c'est qu'on fait des expériences présentement où on essaye de reproduire ce qu'on appelle cette soupe primitive, ce bouillon primitif, avec les atomes créés peu de temps après le Big Bang. Les atomes bougent très vite à haute température, comme dans les premiers temps de l'univers. Donc, des atomes qui s'assemblent aux molécules, ça, on arrive à recréer. On arrive même à faire des molécules simples qui font comme les briques du vivant. À la fois les briques qui font nos protéines, qui font nos sucres, nos gras, etc. Ça, faire des briques, il n'y a pas de problème. En gros, c'est comme si on arrivait à faire un wagon. Mais si la brique est un wagon, la macromolécule, donc les grandes molécules qui constituent le vivant, sont comme des immenses trains, comme les trains de marchandises qui ont 100, 150 wagons, et dont l'ordre est important. C'est-à-dire que si on intervertissait deux wagons, la protéine ne serait plus fonctionnelle et, par exemple, ne nous permettrait par exemple plus de lever le bras, quelque chose comme ça. Et les chances, à partir de cette soupe primitive, d'arriver à ne faire qu'une seule protéine, même la plus simple, sachant qu'une protéine elle-même ne serait pas suffisante pour faire une bactérie, les chances sont très très minces. Je veux dire, on aurait plus de chances d'avoir un loto mondial pour toute la planète et de gagner ce loto, où il y aurait un gagnant pour la planète, que de tomber sur cette protéine. Et pour l'instant, il n'y a aucune expérience qui a réussi à créer ça. Et il y a les scientifiques, même des scientifiques athées, ne vont pas aller jusqu'à admettre que Dieu est forcément derrière tout ça, mais reconnaissent que la science, en l'état actuel des choses, n'arrive pas à se prononcer sur ce saut, donc le miracle un peu. Parce que c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une protéine à un moment donné qui a émergé. Moi, je n'ai pas du tout étudié en sciences, puis je vais vous dire un peu ce que j'imagine dans ma tête quand je pense à tout ça. C'est que, bon, il y avait la Terre, il y avait de l'eau, mais on ne dit pas que l'eau, c'est vivant, non? Donc, l'eau ne constituait pas la vie. Est-ce qu'il y avait des plantes? Non, parce que les plantes sont vivantes. Donc, c'est quoi qui distingue l'eau et les plantes? C'est ça. Moi, j'aimerais effectivement poursuivre. On en était à l'étape où on prend conscience que les briques du vivant sont capables d'interagir entre elles spontanément et de s'agréger. Mais elles pourraient s'agréger, comme tu le disais, complètement au hasard. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, je pourrais... Je vais reparler de ces fameux colliers de perles. Les perles, ce sont des molécules qui s'assemblent entre elles. Et donc, on peut imaginer pendant cette étape de soupe prébiotique dont tu viens de parler, James, mais qu'est-ce qui faisait que certaines molécules se constituaient, d'autres pas? Et c'est là où on va passer de systèmes, on pourrait dire aléatoires, c'est-à-dire de briques qui s'assemblent entre elles de manière désordonnée. Or, parmi ces briques, parmi les briques dont tu as parlé dans les expériences de chimie prébiotique, eh bien, il se trouve qu'il y a ce que l'on appelle des nucléotides. Les nucléotides, ce sont les éléments de notre génome, de notre ADN. Or, les premiers nucléotides qui ont existé, on le sait maintenant, c'était des nucléotides de l'ARN. L'ARN, c'est une molécule qui est synthétisée à partir de notre ADN pour servir on peut parler de recette de cuisine. Notre ADN, c'est une bibliothèque. L'ARN messager. Notre ADN, alors voilà, c'est ça. Notre ADN, c'est une bibliothèque. On veut faire une recette de cuisine, on veut fabriquer une protéine. On va recopier la recette, une des recettes dans la bibliothèque. C'est ça, c'est l'ARN.
Et cet ARN, donc c'est la recette, et à partir de cet ARN, on va produire la protéine. Il se trouve que les nucléotides d'ARN ont été les premiers nucléotides à exister, et ces nucléotides étaient capables de s'assembler. Et ce que l'on a découvert, c'est que certaines chaînes, alors sans doute, ou en tout cas je l'ignore, mais produites probablement par hasard, eh bien, parmi tous ces essais-erreurs, certaines molécules d'ARN étaient capables de se replier sur elles-mêmes, de former des structures tridimensionnelles. Or, l'ARN a des capacités catalytiques, comme une protéine enzymatique. Catalytique, Catalytique, c'est-à-dire de favoriser une réaction en particulier. Okay. Donc on est passé d'un système où les réactions chimiques étaient aléatoires et au hasard ou non, le hasard est souvent une excuse pour expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas. On dit c'est le hasard, c'est réglé. En tout cas, à partir de tous ces essais-erreurs, je pourrais dire, sont apparues des séquences de nucléotides d'ARN qui étaient capables, en se repliant sur elles-mêmes, de faciliter la recopie d'elles-mêmes. Et à partir de cette étape, on passe d'une chimie, on va dire, inerte à une chimie qui pourrait être qualifiée de biologique. Je pourrais montrer, peut-être que la figure est un peu compliquée, mais ce que je viens de vous expliquer, je pourrais l'illustrer de cette manière. Donc l'origine de la vie, au départ, on a, vous voyez, un état passif, c'est-à-dire que vous avez des molécules précurseurs qui forment des monomères. Ces monomères vont être chargées, ont des charges, comme tu le disais tout à l'heure, Romain, et avec ces charges, elles vont s'attirer entre elles et puis créer des liaisons entre ces différentes molécules et former des longs polymères. Donc on imagine des longs colliers. Et ces colliers, eh bien, parmi ces colliers, certains étaient capables de se replier entre eux et de former ce que l'on appelle des ribosymes. Et ces ribosymes, on passe à l'autre étape, à les catalyser, c'est-à-dire favoriser, accélérer toutes les réactions de manière à ce qu'on reproduise à chaque fois la même molécule. C'est une fiche qui est tirée de ton cours, disons-le. Donc c'est un des cours, oui, que je présente. Mais tout ça, ça me fait penser qu'il y a une théorie qui parle des poussières d'étoiles. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu ça, comme quoi... Oui, c'est ça, ça vient d'Hubert Reeves, comme quoi je dirais les éléments de base qui auraient donné naissance à la vie viendraient d'étoiles qui auraient explosé. Est-ce que ça tient la route, ça, aujourd'hui? Ou ça reste plausible. Ça, c'est une théorie qui s'appelle la panspermie. OK. Autrement dit que des molécules organiques auraient voyagé avec les météorites partout dans l'univers. Enfin, partout, en tout cas, elles seraient arrivées sur Terre et pourraient être à l'origine de la vie. Ça, on ne peut pas l'exclure. Je pense... Certains pensent que c'est même une comète, parce que dans les comètes, il y a en plus de l'eau sous forme de glace, parce que la vie nécessite partout. On a trouvé de la vie, même des fois, on trouve des petits micro-organismes sur Mars et tout. Ça nécessite toujours de l'eau. Or, dans les astéroïdes classiques, il y a juste des roches. Après, dans les comètes, il y a aussi de l'eau. Donc, la théorie de la comète, en l'état actuel des choses, est la plus plausible parce qu'elle peut apporter à la fois ces molécules organiques et cette eau qui est nécessaire à la vie. Oui, mais donc, moi, ça me pose... Si je comprends bien, on n'a pas d'idée précise de l'origine de la vie. Disons, on sait comment expliquer, sans doute, en partie, comment elle s'est formée, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a causé cette arrivée. On a des hypothèses. On a des hypothèses seulement. Mais moi, tout le long que je préparais l'émission, je me posais la question, est-ce qu'on devrait parler de l'origine de la vie ou des origines de la vie? Voyez-vous? Est-ce que c'est une question que... Oui, effectivement. Tout à l'heure, tu parlais, Romain, de termes de probabilité. Puis une question que je me suis posée au fil de mes études, c'était... alors d'accord, il y a eu la vie sur Terre, mais... Et puis même par rapport à la Bible. Dans la Bible, on comprend que la vie est apparue sur Terre et puis c'est tout. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer l'univers? Et pourquoi, si la vie est apparue sur Terre, elle ne serait pas apparue dans d'autres systèmes? L'univers est extrêmement vaste. On parle de quantité de systèmes solaires avec des planètes possiblement viables. Et la question que je me pose, sachant que, on le sait, même, il me semble que récemment, j'ai lu un article qui reportait que sur une météorite, ils avaient été en mesure de mettre en évidence l'existence de molécules organiques. Et donc, ça corroborait l'idée que c'était possible. Est-ce que c'est arrivé ailleurs dans l'univers? En termes de probabilité, ça devrait être certain.
On a d'ailleurs enregistré une autre émission il y a quelques semaines sur la question de la vie extraterrestre. J'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas vu passer à aller l'écouter si ça les intéresse. Mais voilà. Sur Terre, c'est un miracle, en fait, quand on y pense, parce que la Terre est placée à très bonne distance du Soleil, ni trop loin, ni trop proche non plus. On a une Lune. Sans la Lune, la vie serait très compliquée, parce que la Lune a une influence incroyable. On pense évidemment aux marées. La Lune, en fait, stabilise l'orbite terrestre et la rotation de la Terre. Sans la Lune, la rotation de la Terre ne serait pas de 24 heures. Je ne sais plus si elle serait plus lente ou plus rapide, mais si la rotation n'était pas de 24 heures, si par exemple elle était beaucoup plus lente, nos nuits seraient tellement froides que tout gèlerait et les journées tellement chaudes que l'eau s'évaporait et ne pourrait pas rester sous forme liquide. Et si elle était trop rapide, on n'aurait pas le temps de s'ajuster à ce rythme jour-nuit. Donc c'est vraiment un miracle. Puis là, je ne vais pas parler des constantes de l'univers, là on sortirait du sujet, mais Ça reste dedans quand même, parce qu'il y a tellement de... Il faut tellement de conditions en fait, pour obtenir les conditions pour la vie que nous, on connaît, que les probabilités, elles sont quand même assez faibles en soi. Il y a aussi l'aspect, on a une croûte terrestre avec certains matériaux qu'on ne retrouve pas sur d'autres planètes, qui sont nécessaires à la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui aussi. Ce qu'on appelle le fine-tuning. Voilà. Exactement. Et une activité géothermique encore importante, enfin je parle de moi qui reviens de Nouvelle-Zélande, il y a encore une forte activité volcanique et tectonique qui n'existe plus sur Mars. Sur Mars, au début de la vie de Mars, il y avait un manteau, donc la couche intérieure sous la croûte terrestre beaucoup plus chaud, il y avait des volcans, etc. Donc on a trouvé des traces de vie éteintes sur Mars, donc il y a eu une vie extraterrestre, probablement plus de micro-organismes sur Mars à un moment donné. Et à un moment donné, cette activité géothermique, cette activité volcanique sur Mars s'est calmée parce que le manteau s'est refroidi. Donc la surface s'est refroidie, donc l'eau qui était liquide est devenue de la glace. Et donc la vie n'était plus possible dans la glace. Pourquoi ? Parce que Mars est plus loin du Soleil. Donc il ne faut pas juste que la vie puisse apparaître et se développer, il faut qu'elle dure assez longtemps pour produire une espèce intelligente comme l'homme, et même sans aller jusqu'à l'homme, pour avoir des plantes, ça prend énormément d'années d'évolution. Donc si la Terre avait été à la place de Mars, on ne serait pas là pour en parler, les bactéries n'auraient pas eu le temps d'évoluer pour produire des plantes. Donc il y a plein de conditions comme ça qui sont essentielles. Donc les premières formes de vie seraient quoi? Des espèces de... Vous avez parlé de molécules, mais ça, c'est pas tout à fait encore vivant. C'est ça qui est... C'est là où les connaissances actuelles sont très fragmentaires. C'est-à-dire que du point de vue du génome, donc on imagine qu'on avait un monde ARN, c'est-à-dire que les génomes étaient constitués d'ARN. Maintenant, quelles étaient les structures cellulaires? On peut imaginer que c'était des organismes unicellulaires. Mais on a, en fait, les premiers registres fossiles qui prouvent l'apparition de vie cellulaire, ça remonte à peu près 3,5 milliards d'années. Puis ça correspond peu ou prou à l'apparition, à la génération de l'oxygène sur Terre. Mais entre ce 3,5 milliards d'années et l'apparition de la vie qui est estimée à peu près à moins 3,8 milliards d'années, on ne sait pas vraiment comment on est passé finalement de génome. On pourrait dire que c'est la vie organique réduite à sa plus simple expression à un organisme cellulaire. Et à partir de là, une fois qu'on a une cellule, on peut imaginer que l'évolution a pu s'accélérer. Parce qu'une cellule, c'est vivant. On peut dire que c'est un être vivant. Oui, mais en fait, les systèmes dont je parlais tout à l'heure aussi, à partir du moment où on a de l'information génétique qui se reproduit exactement ou avec quelques petites différences, mais de manière autonome, on peut considérer que c'est réduire la vie à sa plus simple expression. Mais comme une bactérie, en fait. Voilà. On est beaucoup plus simple qu'une bactérie. Et surtout, en fait, c'est à se demander, je vois ça comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert. On parlait de soupe primitive, où finalement les interactions entre les génomes étaient immédiates, parce que si on imagine qu'il n'y avait pas d'enveloppe cellulaire, et que par conséquent, le potentiel de créativité en termes de diversité génétique devait être phénoménal. Et c'est comme si, après, il y avait une sorte de canalisation, on a une certaine maturité, on arrive à la vie cellulaire. Peut-être que l'évolution a ralenti, la vitesse d'évolution a ralenti. Peut-être que des solutions étaient déjà à peu près, on va dire, matures.
et que la vitesse d'évolution a changé. On a changé de tempo d'évolution vers une complexification. Mais même là, les organismes multicellulaires, on en est très très loin. Je pense que tu mets la table, Nicolas, pour passer au mécanisme d'évolution. On va prendre une petite pause, restez avec nous, puis on poursuit cette discussion sur les origines de la vie. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Vous êtes de retour à On n'est pas du monde avec James Langlois à l'animation. Je suis accompagné par Nicolas Derum, Marianne Beauferré et Romain Martini pour discuter des origines de la vie. On a parlé avant la pause des différentes théories qui pourraient expliquer l'origine de la vie, aussi comment les premières réalités vivantes se sont constituées. J'aimerais qu'on se penche plus avant maintenant sur la question épineuse de l'évolution. Avant la théorie de l'évolution de Darwin, c'était quoi les principales écoles sur l'origine de la vie, sur comment la vie s'est transformée? Ah, ça, on peut... Moi, j'aimerais remonter... On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité. Les premières conceptions de... En fait, je dirais, dès le départ, pour le dire d'une manière plus humoristique, on peut imaginer que les hommes préhistoriques avaient également besoin de mettre de l'ordre dans tout ce qui les entourait, mais avec des objectifs très précis. En gros, la biodiversité qui les entourait, pour eux, il était important de savoir ce qui se mangeait et ce qui ne se mangeait pas. Ce qui était bon pour eux et ce qui risquait de les empoisonner. Donc, c'est vrai, comment... c'était les premières motivations, c'est de comprendre le vivant qui nous entoure, avant même de parler de notion d'évolution. Donc finalement, l'être humain a d'abord fait de la taxonomie. Et quand on moins regarde... l'empaillage, peut-être. Ouais, taxidermie, pardon, c'est vrai, taxidermie. Ouais. Et donc avant finalement d'essayer de comprendre que la biodiversité évolue, on pensait tout simplement que c'était fixe, ça avait toujours été comme ça et que ce serait toujours comme ça. Et d'ailleurs, la pensée chez les philosophes grecs, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu des courants fixistes, notamment avec Platon, Aristote, où c'était vraiment avec une vision d'échelle des êtres. Donc la biodiversité était figée et il y avait une échelle de complexité. Et bien évidemment, moins parfaits, exactement, et plus les organismes étaient complexes et plus ils étaient haut dans la hiérarchie, avec bien sûr l'espèce humaine au sommet, vu que c'est purement anthropocentrique. Mais paradoxalement, il y avait aussi des courants transformistes à cette même période. Donc là, on est à peu près 400, 300 avant Jésus-Christ, Aristote, Platon. Et il y avait un philosophe qui les a précédés, Héraclite. Alors lui, il avait une vision totalement différente. Il faut dire qu'il avait vécu les guerres ioniennes, etc. Donc une vie assez éprouvée. Et pour lui, finalement, c'était le chaos qui gouvernait le monde, qui gouvernait tout. Et donc, la biodiversité ne pouvait pas être stable, ne pouvait pas être figée parce que, encore une fois, le chaos régnait. Mais finalement, cette idée a été complètement aplatie par la philosophie aristotélicienne et Platon, qui, eux, voyaient... Platon, d'ailleurs, a développé l'idée d'essentialisme, c'est-à-dire que ça s'opposait au nominalisme, c'est-à-dire que les espèces existaient par elles-mêmes. Et ce n'étaient pas des espèces parce que l'homme avait décidé que ce serait telle ou telle espèce. Et il faut attendre un autre philosophe qui s'appelle Anaximandre, qui est moins connu, mais qui, lui, avait été sans doute un des premiers à avoir une vision transformiste, on va dire ordonnée. Héraclite, c'était le chaos, tout partait, c'était le hasard, le chaos, la foudre. En fait, ce qu'il disait, la foudre gouverne. Transformisme, on comprend l'idée que, dans le fond, la biodiversité se transformerait. C'est ça. Les organismes sont capables d'accumuler des changements et donc d'évoluer et puis éventuellement de donner naissance à différentes lignées qui elles-mêmes vont continuer de changer au cours du temps. Ce qui ressemble à la théorie un peu de l'évolution. On y arrive, mais on va voir qu'il y a eu des allers et retours finalement au cours de l'histoire. Donc Anaximandre, lui... pensait que les organismes, les animaux
aquatiques étaient apparus en premier et que les animaux terrestres dérivaient des animaux aquatiques. Donc là, il y avait vraiment une vision de transformisme. Après, il faut aller un petit peu plus loin. Excusez-moi, il faut que je vérifie sur une note. C'est un philosophe romain, Lucrèce, qui lui va plus loin dans le transformisme parce que c'est un philosophe poète et dans ses poèmes, il a écrit un poème justement sur, on pourrait dire un poème sur l'évolution où il parle des espèces et le destin des espèces. Et il dit très explicitement que certaines espèces finalement n'ont pas eu de descendants, ont disparu parce qu'elles n'étaient pas assez fortes, alors que d'autres, par leur ruse, par leur intelligence, par leur vitesse, par leur force, ont réussi à mieux se reproduire, à eu plus de descendants. Donc là, non seulement on a l'idée de transformisme, mais on a l'idée de sélection naturelle et d'adaptation. Et je ne pourrais pas ne pas faire de détour par un saint très connu que j'affectionne particulièrement, qui est saint Augustin d'Hippone, qui en fait était un scientifique, un érudit. C'est un aspect scientifique. De lui qu'on connaît moins. En fait. Oui, il était, et donc il a écrit une exégèse de la Genèse, où il s'interroge justement sur le récit de la création et il essaye de trouver une logique et d'en retrouver les arguments dans ce qu'il observe. Lui, par exemple, il observait beaucoup des poissons dans des bassins, j'imagine, à l'endroit où il habitait. Et bref, il faisait d'autres observations sur les animaux, les insectes. Et finalement, il a développé l'idée comme quoi les êtres vivants dérivaient les uns des autres. Comme s'ils étaient comme s'ils avaient une potentialité d'évoluer. Donc là, on a vraiment un sentiment fort. On voit qu'un chrétien, un saint, ne voyait aucune contradiction entre le récit de la Genèse et l'évolution. Mais qu'est-ce que Darwin a dit de nouveau à ce moment-là, si toutes ces personnes avant avaient presque mis la table? Absolument, mais sans doute que les écrits de ces personnes ont été compris plus tard. Ou oubliés aussi, des fois. Oubliés, oui. Il y a également un philosophe musulman, alors je vais sûrement... Averroès? Al-Shahiz. OK. Je vais peut-être mal prononcer. Alors là aussi, comme saint Augustin d'Hippone, on est un peu plus tard, on est en 700-800 après Jésus-Christ. Saint Augustin, je crois, c'est 300 après Jésus-Christ. Ouais. Où lui, il a écrit le livre des animaux. En cours, je le présente parce qu'il y a des très très belles gravures en couleur. Enfin, c'est très très beau. Mais bref, lui avait... donc j'imagine de manière très indépendante de saint Augustin et des philosophes grecs, il avait réalisé que les animaux pouvaient évoluer avec la sélection naturelle, s'adapter, etc. Donc, de manière peut-être indépendante, il avait aussi développé le modèle du transformisme. Et après, en fait, on va avoir un trou, en tout cas dans la civilisation occidentale, un trou pendant le Moyen-Âge. Et à la Renaissance, ça va commencer à remonter avec Pierre Belon. Pierre Belon qui a développé l'anatomie comparée et donc qui a réalisé que quand on comparait des squelettes entre les oiseaux, il a écrit le livre des oiseaux, il comparait les squelettes d'oiseaux avec les squelettes humains et il se rendait compte qu'au niveau de l'organisation, il pouvait faire la correspondance entre les pièces osseuses. Et donc, l'anatomie comparée aurait dû être très tôt une évidence pour démontrer l'évolution et le transformisme, parce que ça saute aux yeux qu'en ayant les plans d'organisation face à soi, on voit bien la relation entre eux. Mais à cette époque, à nouveau, il y avait peut-être une crise ou une régression dans l'histoire des idées, dans l'avancement des idées, si je peux dire. Et il faudra attendre finalement le XVIIIe siècle. Alors, même avant Darwin, je connais davantage l'école française avec les grands biologistes. Alors, on a eu Buffon, avant Lamarck. On va arriver à Lamarck, mais avant Buffon qui... Parce qu'à l'époque, c'est ça, pourquoi les idées d'évolution, finalement, avaient du mal à prendre place, c'est qu'on imaginait, et là, c'est l'influence de la Bible, c'est qu'on pensait que la Terre avait quelques milliers d'années.
4000 ans à peu près, entre 2 et 4000 ans. Ce qui fait que d'imaginer que la biodiversité allait évoluer sur un temps si rapidement, c'était pas possible. C'était inconcevable. Et Buffon a émis l'hypothèse que en fait, la Terre serait 100 fois plus ancienne. Donc là, ça laisse davantage place à la mise en, mettons, à l'idée de mécanisme d'évolution. Mais il y avait une dualité, là encore, à nouveau, entre les transformistes et les fixistes, avec une autorité des fixistes très importante, notamment avec Cuvier. Donc Cuvier, ce sont tous des biologistes qui étaient à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle. Et Cuvier, lui, faisait de la paléontologie. Pourtant, il avait découvert les fossiles, il comparait des fossiles d'éléphants avec les squelettes d'éléphants actuels, mais il n'admettait pas l'idée d'évolution. Pour lui, peut-être qu'il était très imprégné de la vision biblique, il imaginait qu'il y avait des catastrophes. Et il en a recensé 13 catastrophes. Alors c'est quoi une catastrophe? Il y a toute une biodiversité qui va s'éteindre brutalement. Alors ça marche, on peut se dire, ah oui, les dinosaures, ça marche. Il y avait la faune du précambrien avant, boum, ça marche aussi. Mais là où ça nous pose un problème actuellement, c'est qu'après cette catastrophe, où toute la vie disparaît, la vie réapparaît. Mais elle réapparaît, on imagine, elle est créée, finalement, c'est la génération spontanée, ouais. Et on recommence jusqu'à la prochaine catastrophe. Et donc... Ça ne faisait pas beaucoup de sens. Et non, c'est ça. Et donc, Buffon, lui, au contraire, avait une vision transformiste. D'autres biologistes spécialistes de l'anatomie comparée, alors il y a eu Geoffroy Saint-Hilaire, j'en oublie d'autres, toujours en faisant de l'anatomie comparée, ont développé la notion d'homologie de caractères, c'est-à-dire des caractères qui sont transmis par un ancêtre commun. Pour prendre un exemple, si je montre mon bras, finalement, c'est quoi son homologue chez l'oiseau? C'est l'aile. Chez le poisson, ça va être la nageoire pectorale. Et on imagine que ce membre a finalement, et la nageoire et l'aile de l'oiseau ont un ancêtre commun qui est un membre qui s'est développé et puis qui a donné, selon les lignées évolutives, différentes formes spécialisées. D'ailleurs, c'est paradoxal, notre membre chiridien est plutôt généraliste par rapport à celui de l'oiseau ou d'un cétacé, un dauphin. Et donc, en fait, c'est cette anatomie comparée comprise avec l'idée d'homologie de caractère et donc d'héritage, de transmission de génération en génération, que la théorie de l'évolution a commencé à se solidifier. Et Lamarck a été le premier, en fait, il a écrit avant Darwin. Lamarck a été le premier à proposer une théorie de l'évolution en comparant des fossiles de mollusques avec les mollusques actuels, où il a vraiment émis l'hypothèse que les organismes évoluaient au cours du temps, changeaient au cours du temps. Puis Darwin en est arrivé à la même conclusion, mais a ajouté 2 éléments importants qui sont le socle de la théorie de l'évolution moderne, c'est-à-dire que déjà, les relations de parenté ou plutôt la classification des êtres vivants devait refléter leur généalogie, autrement dit leur phylogénie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la transmission des caractères. Donc la sélection naturelle va avoir prise sur des caractères qui sont transmis de génération en génération. Donc, il ouvrait la porte vers l'évolution moléculaire moderne, mais il lui manquait cet outil pour pouvoir le prouver. Donc la théorie de l'évolution, c'est pas seulement le plus fort qui gagne, là, si je comprends bien. C'est plus une question en fait d'adaptation. Moi qui suis allé en Nouvelle-Zélande, il y avait un gros oiseau, mais sans ailes, là-bas, qui s'appelait le moa, plus gros que l'autruche encore, pour vous donner une idée, et qui était herbivore, qui mangeait des feuilles. Et cet oiseau a disparu parce que les Maoris, les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, l'ont chassé. Donc il a disparu depuis des centaines d'années, cet oiseau.
Et on retrouve encore aujourd'hui, des centaines d'années après, des plantes en Nouvelle-Zélande qui ont une forme très bizarre, avec des feuilles toutes petites ou en épines, plein de ramifications, donc ce qui n'est vraiment pas efficace pour une plante pour récupérer de la lumière, etc. Et tout. Et en fait, cette complexité de ramifications de petites feuilles, c'est pour décourager le moa de manger cette plante. Donc, au départ, ça pourrait sembler être un désavantage. Je veux dire, ce n'est pas plus fort comme plante, dans le sens que c'est plus costaud. Au contraire, c'est des plus petites feuilles, c'est plus difficile. Mais si elle n'est pas mangée par le moa, elle va pouvoir se reproduire. Alors que les plantes qui n'ont pas de cette espèce, qui n'avaient pas développé cette mutation génétique de ramification de petites feuilles, ont été mangées par le moa. Et si on ne peut pas manger, on ne peut pas se reproduire. Mais c'est parce que les plantes, une question de temps, ont eu le temps de s'adapter à l'évolution. Plus les générations sont espacées, plus l'évolution est lente. Les bactéries évoluent très vite, ce qui est un problème. Elles résistent très vite aux antibiotiques parce que les bactéries, ça se divise, je crois, ça dépend de la bactérie, mais des fois toutes les 20 minutes. Une plante, ça va être sur une saison, des fois sur plusieurs années, et un animal encore plus. Et on a un bel exemple toujours avec ce fameux moa. Son prédateur principal, c'était l'aigle de Haast, plus gros qu'un condor encore, le plus gros rapace qui ait jamais existé. Quand les Maoris ont éradiquer le moa, l'aigle de Haast se retrouvait sans proie et il n'a pas eu le temps de s'évoluer. Peut-être qu'il y a eu des essais-erreurs, mais qui n'ont pas été suffisants. Peut-être qu'il n'arrivait pas à digérer d'autres animaux que le moa et donc il a fini par mourir avec lui. C'est pour ça que dans la sauvegarde des espèces animales, chaque espèce est importante parce que si une espèce disparaît, on peut se dire « Ah, bah, j'aimerais bien que le moustique disparaisse, ce ne serait pas grave ». Mais non, parce que le moustique est une proie pour plein d'oiseaux et si une espèce disparaît, de nombreuses espèces peuvent disparaître aussi parce qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter. Et c'est ça le risque avec les changements climatiques, c'est que le climat, notre monde change tellement vite que certaines espèces, de nombreuses espèces, animales, végétales, n'auraient pas le temps de s'adapter assez vite et pourraient mourir. Là, est-ce que la théorie d'évolution de Darwin, est-ce qu'elle tient toujours la route aujourd'hui? C'est encore la théorie la plus admise ou quoi? Elle est, comment dire, elle jouit d'une autorité très... je dirais très générale, mais beaucoup de découvertes plus récentes pourraient apporter des éléments complémentaires. D'autres y voient une réfutation de la théorie darwinienne, alors il faut toujours être prudent. Mais c'est ça qui est, je dirais, stimulant en science, parce que ce qui était vrai hier peut être faux aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Donc, il faut toujours faire preuve beaucoup d'humilité. La théorie darwinienne, elle a été... elle a été chahutée, je dirais, même pendant le XXe siècle. Pourquoi? Tout à l'heure, on s'est arrêté avec la théorie darwinienne, et puis je vous disais que l'avènement des outils moléculaires, la génétique, a permis d'aller vérifier, de tester justement ces hypothèses d'évolution par sélection naturelle permettant l'adaptation. Et beaucoup d'études valident cette hypothèse, mais... il se trouve que pendant les années 60-70, on voulait tout expliquer. C'était vraiment l'influence de Ronald Fisher qui a établi ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire rallier la théorie de Darwin avec les connaissances en génétique, donc la génétique mendélienne, encore un catholique. Oui, parce que la découverte de l'ADN a changé un peu la donne dans tout ça. Oui. Donc la génétique, les lois de la génétique, et plus tard, on va arriver avec le séquençage de l'ADN pour vérifier les signatures que vont laisser dans l'ADN les événements de sélection. Et il se trouve qu'à une certaine période, dans les années 60, tout devait s'expliquer par la sélection naturelle. Alors on commençait à séquencer les génomes et on trouvait qu'il y avait énormément de variations, beaucoup de diversité génétique chez les populations d'organismes dans lesquels on séquençait pour essayer de comprendre la dynamique de ces populations et de voir si certaines allaient donner des espèces différentes, etc. On parle d'échelle d'évolution à court terme, et quand on comprend les mécanismes à l'œuvre à court terme, on peut faire des prédictions sur le long terme. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de diversité et ils n'arrivaient plus à émettre des hypothèses par rapport à la diversité qu'ils observaient. Et là, un biologiste moléculaire japonais, Moto Kimura, lui a formulé l'hypothèse que toute cette variation génétique que l'on observait, qui n'était pas vraiment compatible avec l'hypothèse de sélection naturelle, serait tout simplement de la diversité neutre. Et que par conséquent, dans l'évolution,
on reconnaît actuellement 4 forces en évolution. Alors la première, on en a parlé au tout début de l'entretien, c'est que pour qu'il y ait de l'évolution, il faut qu'il y ait de la nouveauté, du changement. Donc la première force, c'est la mutation. Sans mutation, pas d'évolution. Ensuite, on a parlé avec Darwin de la sélection naturelle. Ça paraît très intuitif. Mais il se trouve que Moto Kimura a mis en évidence la force d'une autre force évolutive, l'existence d'une autre force évolutive, ce qu'il appelle la dérive génétique. Et la dérive génétique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la perte de diversité génétique, non pas parce qu'elle est mal adaptée, mais tout simplement parce que c'est le hasard et que certains individus n'ont pas l'occasion de se reproduire, pas parce qu'ils sont moins adaptés, tout simplement parce que c'est le hasard. Des rencontres. et la migration. Et bref, donc, maintenant, on a une vision, on va dire, plus synthétique de la théorie de l'évolution. On l'appelle la théorie synthétique de l'évolution. Et avec les connaissances, nos capacités de séquencer l'ADN, de comprendre l'évolution des séquences d'ADN à court terme, à moyen terme et à long terme, on se rend compte que, oui, la sélection naturelle ne fait pas tout. Il peut y avoir des changements qui sont liés vraiment au hasard. Par exemple, des événements géographiques importants, comme en Afrique, l'ouverture d'un rift, d'une faille, va couper des populations d'organismes en entités indépendantes qui n'ont plus la capacité d'échanger des allèles, de la diversité génétique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les deux entités vont évoluer de manière indépendante. Peut-être qu'elles ont la même niche écologique, qu'il n'y a pas de différence d'adaptation de quoi que ce soit, mais au hasard, certaines vont perdre tel ou tel variant génétique d'un côté, puis tel ou tel autre d'un autre dans l'autre population. Et à terme, les populations vont être génétiquement différenciées. Mais la sélection naturelle n'aura eu aucune prise. C'était juste lié à l'incapacité d'échanger du matériel génétique entre elles et la disparition progressive de variants génétiques au hasard par la dérive. Il y a un généticien athée du 20e siècle britannique, Anthony Flew, qui, lorsqu'il a découvert l'ADN, en fait, il a commencé à remettre en question l'existence de Dieu. En fait, ce qu'il croyait être la non-existence de Dieu, il est devenu théiste, pas chrétien, mais théiste. Donc, comme quoi, toutes les questions d'évolution aussi posent des questions métaphysiques en regard de l'existence de Dieu. On va prendre une pause, puis on va revenir en troisième segment pour se parler des liens entre la foi, l'Église et l'évolution. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. Vous êtes toujours avec James Langlois, Nicolas Deras, Marianne Beauferré et Romain Martini pour parler des origines de la vie. Alors, on se questionnait avant la pause sur les différentes théories de l'évolution jusqu'à Darwin. Et maintenant, on veut aborder de front les questions un peu litigieuses, ou en tout cas, ce qui, en apparence, était litigieux entre l'Église et Darwin. Est-ce que on entend souvent communément dire que l'Église se serait opposée à la théorie de l'évolution? Est-ce que c'est vrai, ça? L'Église en tant que telle, non. Mais il y a eu, par contre, des chrétiens qui se sont opposés à l'évolution. Pas tous, bien sûr. On peut citer par exemple Teilhard de Chardin, il est né en 1880. Donc on est dans toutes ces grandes découvertes. On n'a pas encore fait le lien entre la génétique et l'adaptation et la sélection naturelle. Où il disait que c'était un moyen finalement d'expliquer comment les espèces changent, mais ça ne changeait rien au fait qu'il pouvait y avoir un Dieu créateur au final. Par contre, on a eu des personnes qui se sont opposées assez fermement. Pourquoi ? Parce qu'on a eu en réaction aux scientifiques. Il y a eu des scientifiques qui ont vu dans l'évolution un moyen de prouver que Dieu n'existait pas. Donc, ils sortaient de leur domaine de compétences. Et de la même façon, les chrétiens se sont opposés à des découvertes scientifiques. Donc, eux-mêmes sont sortis. C'est comme si la métaphysique et les sciences essayaient de se mélanger ensemble plutôt que d'apprendre à se parler. Donc, on a eu d'abord des créationnistes. Ça, c'est un terme qu'on voit à partir des années 20 à peu près. Qui proviennent des courants évangéliques américains, qui considèrent qu'on est encore dans les théories fixistes au final,
que tout est fixe, que la Terre, on va suivre le récit de la Genèse. Certains vont aussi loin que dire que... C'est 7 jours. Oui, ça a été fait en 6 jours, dans un univers très limité. C'est Dieu lui-même qui a mis des os de dinosaures pour, comme ça, on ne sait pas trop, dans le sol. Et voilà. Et donc, il y a une lecture de la Genèse qui est très historique dans ce sens-là. Donc, les découvertes scientifiques, elles sont intéressantes parce qu'elles nous ont forcés à ouvrir notre perspective par rapport à la création en général. Sachant que le peuple hébreu, depuis très longtemps, il voyait dans la Genèse quelque chose de vraiment très, très beau. D'ailleurs, le texte commence, les premières paroles de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et dans ce « au commencement », le mot c'est « Bereshit », je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est la lettre B de l'alphabet. Donc, on ne parle pas des réalités extérieures, on ne parle pas du paradis, de l'enfer, on ne parle pas de la source du mal, on va vraiment parler du début de ce qu'on connaît, de ce qu'on observe. Et il y a un autre terme, c'est Dieu créa, c'est bara, et c'est Dieu qui crée à partir de rien. Et donc ça, c'est la grande différence. On reconnaît qu'il y a une création, c'est Dieu qui est capable de créer à partir de rien, alors que tout ce qui se fait autour de nous, on pourrait citer Lavoisier, c'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a toujours des matériaux de base, il y a toujours une énergie de base qui fait en sorte qu'on voit une évolution. C'est même le temps qui est une évolution, c'est un changement permanent, on vit dans un changement. Mais l'acte de Dieu de créer est vu par les chrétiens aujourd'hui comme un acte qui est éternel, hors du temps, un peu comme si on essayait d'étaler un chewing-gum en fait. C'est un acte de création. Continue. Continue, ça c'est les termes qu'a utilisé Jean-Paul II puis Benoît XVI après lui, mais c'est pas tout à fait exact parce que continue, ça peut s'opposer un peu à discontinu ou il y a quelque chose qui a été commencé quelque part. C'est plus un acte éternel, vraiment hors du temps, qui implique aussi que l'origine, la question on parle de l'origine de la vie, mais notre origine à nous, elle est souhaitée par Dieu à chaque instant. Et la grande différence aussi, c'est que les évolutionnistes de l'époque, quand on dit évolutionniste, on parle de personnes qui étudient donc l'évolution, mais il y a aussi des évolutionnistes qui font du hasard finalement un dieu et qui vont dire tout est là par hasard, on est sur des échelles de temps et d'espace qui sont tellement gigantesques que finalement la vie est arrivée par hasard, et toute la complexité qu'on voit dans le vivant arrive aussi par hasard. Et alors l'Église va s'opposer à ça en disant non, il y a une direction qui est souhaité par Dieu. Dieu utilise le hasard aussi, ce n'est pas une négation du hasard, mais il y a une direction, il y a une intelligence. Ça n'est pas le dessin intelligent, l'intelligent design qui existe depuis les années 90 aussi, depuis les années... c'est quoi qui dit la différence? L'intelligent design, c'est ce qu'on appelle un Dieu bouche-trou. C'est la nature, elle n'est pas tout à fait capable de faire les choses. Donc régulièrement, Dieu, avec sa baguette magique, vient régler les choses et modifier des choses. Et il agit ponctuellement, Dieu. Alors que nous, ce n'est pas ça qu'on croit. Dans l'Église catholique, on va dire, il y a une direction, il y a une volonté divine, mais Dieu, il n'a pas besoin d'agir à certains moments. Il désire qu'il y ait du hasard dans la création, il y en a. Tout simplement. Et même quand on lit la Genèse, en fait, il y a en quelque sorte une sorte d'évolution dans les jours. Et on s'en moquait beaucoup, en fait, pendant des siècles, parce qu'on disait, regardez, dans le texte de la Genèse, la lumière, elle apparaît avant les astres, par exemple. Donc on se dit, mais non, il faut d'abord qu'il y ait les astres. Mais en fait, aujourd'hui, avec toutes les techniques modernes qu'on a, quand on regarde même on est capable de mesurer le rayonnement initial de l'univers, il y a eu de la lumière avant d'avoir notre soleil, par exemple. Et donc, il y a une logique dans la Genèse qui est complètement folle. Et le peuple hébreu, à ma connaissance, mais j'ai l'impression que c'est ça, est le seul qui a eu cette sagesse-là de comprendre des choses sur la création et sur l'univers en général qu'on ne retrouve pas dans les autres traditions ou les autres mythes, au final. Parce que dans les autres traditions et les autres mythes, par exemple, la lune et le soleil sont des dieux et les étoiles qu'on vénère. Donc, en cela, le récit de la Genèse est tout à fait unique. Oui, parce que j'ai déjà entendu dire que le fait, comme tu dis, de sortir de la nature comme un objet de vénération permet un regard plus scientifique. Exactement. Au fond, parce qu'on n'est pas en train d'adorer ou de violer la sacralité de ce qu'on veut étudier, au fond. Tout à fait. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au hasard. J'ai été athée avant de devenir chrétien et donc, du coup, je croyais beaucoup au hasard. J'en faisais peut-être un dieu. Et c'est en préparant cette chronique que j'ai réfléchi par rapport à l'évolution. Je parlais tantôt de cette plante qui s'est adaptée pour le Moa. Comment penser que par hasard, par essai-erreur de mutation, une plante qui a priori a pas vraiment de conscience ait eu l'idée
comment par hasard elle peut y avoir une suite de mutations génétiques pour avoir justement ces petites feuilles ou ces épines sans qu'il y ait eu une genre d'intelligence derrière. Et même plus loin, si on remonte aux mutations, comment ça se fait? C'est quoi une mutation? C'est une reproduction imparfaite de l'ADN. Et ça, même quand j'étais encore athée, ça me questionnait. Pourquoi c'est pas parfait? Pourquoi l'ADN mute? Et ça, aucun prof n'a pu me l'expliquer. Pourquoi il y a cette imperfection qui permet d'avoir des variations? Est-ce un hasard? Est-ce voulu? Et là, ça a des implications. Donc l'évolution qui me semblait contradictoire avec Dieu, l'évolution ne serait-elle pas un don de Dieu, justement, voulu par Dieu? Parce que si toute mutation était parfaite, on serait statique, on n'existerait pas. Mais on pourrait faire un parallèle, mais au fond, dans notre vie même, oui, biologique, mais dans notre vie intérieure, spirituelle, on vit une évolution, puis Dieu permet qu'on soit dans le temps parce que ça permet le changement, finalement. Donc, ça, en ce sens-là, Dieu est favorable à l'évolution. Oui, ça se rejoint. Mais est-ce qu'on pourrait dire que, si je comprends bien, Dieu, c'est une grosse question philosophique, mais Dieu et le hasard ne vont pas en contradiction? Non, pas tout à fait. J'avais fait une précédente émission où je parlais de la chimie quantique, où il y a du hasard. Et au départ, moi, j'avais appris ça, j'étais athée. Et quand je suis devenu chrétien, je me suis dit, est-ce que ce hasard ira à l'encontre de Dieu? Non, parce que s'il est voulu par Dieu et que tout est possible, selon la chimie quantique, je ne vais pas refaire la chronique, je vous rassure, mais il n'est pas la probabilité que je passe à travers le mur sans être bloqué est non nulle. Elle est infime, mais elle est non nulle. Donc, si ce petit hasard existe, c'est un peu Dieu. Einstein disait Dieu ne joue pas au dé. Oui, il ne joue pas au dé, mais il sait le résultat. Donc, il pourrait s'arranger, des fois très subtilement, pour que le résultat aille dans le sens qu'il le désire. Mais nous, on n'aura aucun moyen de le savoir parce que toute probabilité était égale. Donc, il a un 2. Il avait une chance sur 6 d'avoir un 2, mais lui, il voulait qu'il y ait un 2. Mais pour nous, on pense que c'est le hasard. Donc, ce n'est pas forcément contradictoire. Ouais. Et moi, j'aimais bien ce que disait Nicolas aussi, c'est que souvent, le hasard, on l'utilise quand on est ignorant au final de ce qui se passe. Et donc, cet affrontement qu'il y a pu y avoir au début du XXe siècle et qu'il y a encore entre les chrétiens et des scientifiques, il nous invite à plus d'humilité aussi chez les scientifiques. À dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne va pas appeler ça du hasard, mais ça nous invite à aller plus loin au final et à faire plus de recherches. Mais d'ailleurs, est-ce que vous qui évoluez dans des milieux scientifiques, vous intéressez à tout ça, est-ce que vous trouvez que le discours des gens de science aujourd'hui est encore très la foi et Dieu, c'est anti-science, ou trouvez-vous ça? Oui, clairement, je lisais il n'y a pas très longtemps, c'était l'évolution en 30 secondes. Et la première page du livre explique que par le passé, à cause de l'Église, on avait une vision fixiste et que grâce à l'évolution, ça a ouvert nos esprits. Et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on se rend compte qu'il y a des grands penseurs chrétiens qui sont croyants, qui étaient totalement ouverts à l'évolution. Saint-Augustin d'Hippone, c'est... Oui. Et la transmission les lois de la génétique, c'est encore... Oui, un peu avant Saint-Augustin, on peut en citer un autre, c'est un père de l'Église, Lactance, qui disait, oui, le corps, sans doute, il peut changer, il peut être le produit d'autres sources biologiques, mais la différence qu'il disait, c'est que notre âme, elle est créée par Dieu. Et quand on parle de direction un peu dans la nature et d'origine de la vie, c'est aussi ce souffle qu'il y a dans tout le vivant, en fait. Et ce que nous rappellent aussi les papes, c'est qu'il y a cette âme-là, c'est les mots de Benoît XVI aussi, chacune âme est voulue par Dieu, choisie, désirée à chaque instant, et se retrouve partout. L'âme, c'est vraiment juste cette impulsion de vie. Et donc quand on dit que Dieu crée au final, et qu'on est créationniste, mais pas dans le sens américain du terme, c'est que Dieu nous désire et nous donne son souffle à chaque instant dans un acte éternel aussi. Donc, s'il y a quelque chose de très, très beau là-dedans, c'est pas l'horloger de Newton qui donne une petite chiquenaude, c'est pas non plus l'idée de William Paley qui est à la base du dessin intelligent que, il a calibré tout ça, puis après, il n'est plus vraiment là, ou il revient de temps en temps pour remonter l'horloge. Là. Donc, il y a une sagesse dans l'Église qui est magnifique là-dessus. Là. Donc, il y a des chrétiens créationnistes qui croient que l'évolution, c'est-à-dire le monde serait vraiment arrivé en 7 jours avec tout ce qu'il comporte, mais l'Église catholique ne croit pas ça et n'enseigne pas ça. Non, parce qu'elle accueille les découvertes scientifiques. Et d'ailleurs, la première Académie des sciences, elle a été fondée je pense, c'est 16e siècle, il me semble, par l'Église elle-même, qui voulait favoriser une certaine indépendance de la science. Donc, Et même la théorie du Big Bang vient d'un prêtre catholique. Oui, Georges Lemaître. Ouais, c'est quand même fou quand on y pense. Moi, quand j'ai appris un proche collègue d'Einstein. Oui, c'est ça qui m'a surpris quand je suis devenu croyant. Il a fait la synthèse de Hubble et des travaux de Hubble et Einstein. Il en a fait la synthèse.
Et justement, moi, j'aimerais revenir à l'idée de créationnisme, parce que c'est ce que je dis aux étudiants. Il y a un moment, avant l'univers, il n'y avait pas l'univers. Il y avait quoi? On ne sait pas ce qu'il y avait. Mais l'univers, à un moment, il a été créé. Il n'est pas arrivé tout seul. Donc, moi, je trouve que cette notion, puis je pense que c'est un peu le sens que tu lui donnais, Ariane, c'est que c'est une création dynamique. Puis comme disait Saint-Augustin, c'est une création avec un potentiel d'évolution, mais sur tous les plans. Là, on parle du potentiel spirituel, on parle du potentiel biologique, et quand tout à l'heure on parlait du hasard, je ne sais pas pourquoi j'avais le mot liberté qui revenait sans arrêt, inlassablement, et je me disais la part qu'on considère comme du hasard, mais en fait ce serait peut-être notre liberté. Et puis on sait que c'est le Seigneur qui nous souhaite cette liberté. Et je trouve que c'est une grande sagesse, justement. C'est pas, comme tout à l'heure tu parlais de l'intelligent design, c'est pas non, dès que tu fais mal, paf, une tape sur la main, je te resserre la vis, machin. Non, c'est, comment dire, c'est nous donner beaucoup d'importance que justement nous permettre cette liberté. Nicolas, merci. C'est un très beau mot de la fin de finir sur la liberté qui est comme le couronnement de toute l'évolution dans un sens. Puis, on parlait de scientifiques croyants. Eh bien, il y a Francis S. Collins qui a écrit ce très beau livre de la génétique à Dieu, la confession de foi d'un des plus grands scientifiques. C'est paru aux presses de la Renaissance. Puis, je ne sais pas si vous connaissez les indices pensables, mais ce sont des BD qui peuvent être lus par, je dirais, nos grands-enfants. Hein, jeune adolescent. Oui, jeune adolescent, en quête sur Dieu. Donc, la saison 1 qui porte sur un os dans l'évolution et toutes ces questions de science qui est abordée avec quand même humour, mais de manière très vulgarisée, entre autres pour les enfants. Alors voilà, ça, c'est paru chez Brunard Éditions. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette discussion sur les origines de la vie. Vous pouvez réécouter en tout temps nos émissions en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez également aller sur notre site web, leverbe.com, vous abonner à notre infolette pour être au courant de tout ce qui est publié et diffusé. Je remercie notre invité Nicolas Derome ainsi que nos collaborateurs Ariane Beauferré et Romain Martini. Merci à Marie Laliberté et à Marianne Martin à la technique. On se retrouve bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.